Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Le Sanatorium de Sarah Pearse, lu par Eva Kopp. Pour ma famille. On nous apprend à vivre quand la vie est passée. Michel de Montaigne. Je raffole des contraintes. Elles me réconfortent. Joseph d'Iran. Prologue. Janvier 2015. Du matériel médical abandonné gît un peu partout sur le sol. Des instruments chirurgicaux rouillés, des bouteilles brisées, des flacons. La carcasse est raflée d'un antique fauteuil roulant. Un matelas éventré est avachi contre un mur, maculé de taches jaunes qui évoquent de la bile. La main crispée sur son attaché case, Daniel Lemaître ne peut réprimer un violent dégoût. Le temps semble s'être emparé de l'âme du bâtiment pour la remplacer par quelque entité pourrie et maladive. Il remonte rapidement le couloir, l'écho de ses pas résonnant sur le carrelage. « Ne quitte pas la porte des yeux », s'intime-t-il, « ne te retourne pas. » Les objets en décomposition attirent tout de même son regard, chacun racontant une histoire. Il n'a guère d'efforts à fournir pour imaginer les malheureux qui ont séjourné en ces lieux, crachant leurs poumons. Il lui arrive même de percevoir l'odeur qui autrefois régnait en cet endroit, la puanteur âcre et agressive des produits chimiques qui persistent dans l'air en provenance des anciens blocs opératoires. Soudain, alors qu'il n'a parcouru que la moitié du couloir, Daniel se fige. Il a remarqué du mouvement dans une pièce, comme une ombre difforme. L'estomac noué, il ouvre grand les yeux, cherchant à percer les ombres de la pièce, mais ne voit que des documents éparpillés sur le sol, les tubes tordus d'un appareil respiratoire et un sommier défoncé dont les attaches pendent tristement. La peau saisie de picotements sous l'effet de la tension grandissante, il s'attend à tout. Mais rien ne se produit. Le bâtiment reste parfaitement silencieux. Il expire bruyamment et reprend sa marche. « Ne sois pas idiot », se sermonne-t-il. « Tu es épuisé. Tu te lèves tôt et tu te couches tard trop souvent. » Enfin parvenu à la porte d'entrée, Daniel l'ouvre. Le vent s'engouffre furieusement dans le couloir, repoussant violemment le battant. Daniel est aussitôt aveuglé par une rafale de neige glacée. Néanmoins, il éprouve un réel soulagement d'être sorti du bâtiment. L'ancien sanatorium le déstabilise. Bien que sachant ce que l'endroit doit devenir, il a dessiné chaque porte, chaque fenêtre et chaque interrupteur du futur hôtel, il ne peut s'empêcher de songer à ce qu'il était autrefois. L'extérieur ne vaut pas mieux que l'intérieur, se dit-il en levant la tête. La structure rectangulaire est mouchetée de neige. Négligée depuis longtemps, elle semble dans un état de décomposition avancée, avec ses balcons, ses balustrades et sa longue véranda qui croule et pourrissent. Quelques fenêtres restent intactes, mais la plupart sont condamnées, si bien que la façade de l'édifice est constellée de hideux panneaux de bois agglomérés. Il pense à sa maison de Vevey, en surplomb du lac, et à son design contemporain. Elle se résume plus ou moins à quelques blocs majoritairement constitués de verre, de façon à offrir des vues panoramiques sur les eaux. Elle est en outre dotée d'une terrasse sur le toit et d'un ponton où amarrer son bateau. Il a tout conçu lui-même. Avec ces images s'invite celle de Jo, son épouse. Elle sera tout juste rentrée de son travail, l'esprit encore en ébullition après une journée passée à manier budget de publicité et communiqué de presse, poussant les enfants à faire leurs devoirs. Elle sera dans la cuisine, préparant le dîner, sa chevelure au burn tombant sur son visage tandis qu'elle coupera et tranchera efficacement. Un plat simple, des pâtes ou du poisson frit. Il n'accorde ni l'un ni l'autre une grande importance aux tâches ménagères quotidiennes. Daniel n'est que momentanément enhardi par cette perspective. En traversant le parking, il éprouve les premiers signes d'appréhension à propos du trajet du retour. L'ancien sanatorium n'est pas facilement accessible, même par beau temps, du fait de sa position isolée, très haut en montagne. C'était un choix délibéré, de façon que les patients souffrant de tuberculose profitent d'un air pur, loin de la pollution des villes et de leur foule grouillante. La conséquence directe est que la route qui y mène est cauchemardesque, constituée d'une série de virages en épingles à cheveux à travers une forêt de sapins très dense. Le matin même, la chaussée était à peine visible.
Des flocons s'abattaient sur le pare-brise tels des fléchettes, empêchant d'y voir à plus de quelques mètres. À 2 pas de sa voiture, il remarque quelque chose. Un morceau de carton en lambeaux à demi couvert de neige. Et dessus, une inscription grossièrement griffonnée en caractères rouges. Non aux travaux. Daniel le piétine d'un geste rageur. Les manifestants sont venus la semaine précédente. Ils étaient plus de 50, hurlant des insultes et agitant leurs pancartes criardes sous son nez. Ils ont filmé avec leur téléphone et posté de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Ces envahisseurs ne représentent qu'une des interminables batailles qu'il a fallu remporter pour mener ce projet à bien. Les gens réclament du progrès, et les francs suisses des touristes qui vont avec, mais rechignent dès qu'il est question d'agir, de bâtir, de rénover. Et Daniel sait pourquoi. Les gens n'aiment pas les vainqueurs. C'est précisément ce que son père lui a dit un jour, et telle est la vérité. Pourtant, les locaux étaient fiers de lui au début, approuvant ses modestes succès, comme le centre commercial de Sion ou les immeubles bâtis à Sierre, avec vue sur le Rhône. Mais par la suite, il en a trop fait. Il a connu trop de réussites, et sa personnalité était trop forte. Daniel a le sentiment que la population juge qu'il a eu sa part du gâteau, qu'en en voulant davantage, il se montre trop gourmand. À seulement 33 ans, il dirige un cabinet d'architecture en plein essor, avec des agences à Sion, à Lausanne et à Genève, et une 4e qu'il envisage d'ouvrir à Zurich. Il en va de même pour Lucas, le promoteur immobilier à l'origine du projet, un de ses meilleurs amis, qui, à 35 ans, est déjà propriétaire de 3 hôtels de luxe. Les gens leur en veulent à tous les deux pour leur succès. Ce projet a provoqué le coup de grâce. Ils ont eu droit à la totale. Trolls sur Internet, emails agressifs, courriers reçus au bureau, contestations. Ils s'en sont d'abord pris à Daniel, répandant sur les blogs locaux et les réseaux sociaux des rumeurs selon lesquelles ses affaires périclitaient. Puis ils ont attaqué Lucas, colportant des ragots similaires et faciles à nier. Cependant, un de ces commérages est resté ancré dans l'imaginaire collectif. Et cela trouble Daniel plus qu'il ne veut bien le reconnaître. Il est question de pots de vin, de corruption. Daniel a essayé d'en discuter avec Lucas, qui n'a pas voulu en entendre parler. Ce problème l'irrite aussi sûrement qu'une démangeaison persistante, à l'image de tant d'autres obstacles relatifs au projet. Mais il s'efforce de le chasser de ses pensées. Il doit l'ignorer. Cet hôtel renforcera sa réputation. Le dynamisme de Lucas et son obsession du détail ont incité Daniel à imaginer un design aussi spectaculaire qu'ambitieux pour ce bâtiment, un rêve qu'il n'avait jusque-là pas cru envisageable. Parvenu à sa voiture, il constate que le pare-brise est couvert d'une épaisse couche de neige contre laquelle les essuie-glaces seront impuissants. Il devra la dégager à la raclette. Au moment où il plonge la main dans sa poche pour en extirper ses clés, il remarque quelque chose. Un bracelet a été oublié là, à côté d'un pneu avant du véhicule. Il s'accroupit et le ramasse. Assez fin, il semble fait de cuivre. Daniel le retourne dans sa main et remarque des chiffres gravés à l'intérieur. Une date, peut-être. Son propriétaire est forcément monté ici aujourd'hui, sinon l'objet serait noyé sous la neige. Mais que fichait cette personne si près de sa voiture ? Des images des manifestants enragés de la semaine précédente lui reviennent à l'esprit. Serait-ce l'un d'eux ? Daniel s'impose une profonde inspiration, puis il glisse le bracelet dans sa poche. Sur le point d'ouvrir le coffre, il perçoit dans sa vision périphérique un mouvement sur la gauche, au-delà de la masse de neige accumulée contre le mur du parking. Une silhouette floue, indistincte. Daniel se rend compte qu'il a les mains moites, serrées sur son porte-clés. Il presse brusquement la télécommande pour ouvrir le coffre et perçoit une présence. Quelqu'un s'est matérialisé tout près, entre la voiture et lui. Daniel reste un instant paralysé, tandis que son cerveau mouline frénétiquement pour trouver une explication à ce phénomène. Comment cet individu s'est-il débrouillé pour s'approcher si vite sans qu'il le remarque ? L'intrus est vêtu de noir et a le visage dissimulé sous une sorte de masque à gaz, si ce n'est qu'il manque le filtre. En lieu et place de cet accessoire, un épais tube de caoutchouc noir et nervuré relie la bouche au nez et tremble tandis que l'être porte son poids d'un pied sur l'autre. Cette chose produit un effet terrifiant, monstrueux, et fait ressurgir les peurs les plus sombres enfuies dans l'inconscient.
Réfléchis, s'ordonne Daniel, envisageant diverses possibilités, cherchant comment rendre cette vision innocente, inoffensive. Réfléchis. Il est victime d'une farce. Voilà tout. Un manifestant a décidé de lui flanquer la frousse de sa vie. L'inconnu s'approche de lui. Ses mouvements sont précis, tout en contrôle. Daniel ne voit que du noir, le noir du caoutchouc et du tube strié de nervures. Une respiration se fait entendre, un étrange bruit de succion provenant de sous le masque. Il est prêt à jurer que son cœur va faire éclater sa cage thoracique. Qu'est-ce que c'est que cette blague? S'emporte-t-il, conscient de son ton apeuré, du tremblement qu'il essaie pourtant de maîtriser. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez, exactement? Un filet liquide dégouline paresseusement sur son visage. Est-ce de la neige fondue au contact de sa peau brûlante? De la sueur? Il ne saurait le préciser. Arrête de paniquer, peste-t-il en pensée. Contrôle-toi, ce n'est qu'un connard qui cherche à t'emmerder. Contourne-le et grimpe dans ta bagnole. C'est alors qu'il remarque la présence d'un autre véhicule, qui n'était pas garé sur le parking à son arrivée. Un pick-up Nissan noir. Allez, Daniel, ne reste pas planté là. Ses jambes refusent de lui obéir. Son corps est comme pétrifié. Il ne réussit qu'à écouter l'étrange son qui émane du masque, à présent plus sonore, plus rythmé, plus laborieux. Au léger bruit de succion succède invariablement un sifflement aigu. La silhouette s'approche. Elle tient quelque chose dans la main. Un couteau? Daniel ne distingue pas vraiment l'objet presque entièrement caché par d'épais gants. « Bouge-toi, fiche le camp !» Il trouve la force d'avancer d'un pas, puis d'un autre. Mais la peur le paralyse. Son pied droit se dérobe et il s'effondre dans la neige. Il se redresse. Trop tard. La main gantée se plaque sur sa bouche. Daniel sent l'odeur moisie du gant, mais également celle du masque. Une curieuse odeur de caoutchouc brûlé mêlée à autre chose, à un parfum familier. Sans lui laisser le temps de rassembler ses souvenirs, une aiguille lui perce la cuisse, provoquant une vive douleur. Ses pensées s'éparpillent de tous côtés. Puis un grand calme s'impose, un calme qui, en quelques secondes, se mue en néant total. Communiqué de presse, ne pas publié avant le 5 mars 2018 à minuit. Le sommet, eau de Plumachite, Crans-Montana 3963, Valais, Suisse. Ouverture prochaine d'un hôtel 5 étoiles dans la station de Crans-Montana. Situé sur un plateau montagneux ensoleillé surplombant Crans-Montana, dans les hauteurs des Alpes suisses, le sommet est né de l'imagination du promoteur immobilier suisse Lucas Caron. Au terme de 8 années de préparation et de travaux de grande envergure, l'un des plus anciens sanatoriums de la ville est sur le point de rouvrir en tant qu'hôtel de luxe. Fort de son bâtiment principal, conçu à la fin du XIXe siècle par Pierre Caron, l'arrière-grand-père de Lucas, ce centre a acquis une renommée mondiale dans le traitement de la tuberculose, avant que l'arrivée des antibiotiques ne le contraigne à se diversifier. Plus récemment, son architecture novatrice a été internationalement reconnue et a valu en 1942, à Pierre Caron, un prix suisse d'art à titre posthume. Ses lignes pures, ses immenses baies vitrées panoramiques, ses toits plats et ses formes géométriques dépourvues d'ornements ont notamment incité un membre du jury à le qualifier d'édifice révolutionnaire qui, en plus d'être parfaitement à la hauteur de sa fonction hospitalière, prolonge le panorama entre ses murs, offrant une transition sans heurts entre intérieur et extérieur. Il était temps d'insuffler une nouvelle vie à ce bâtiment, commente Lucas Caron. Nous étions convaincus qu'avec la vision adéquate, nous serions en mesure de créer un hôtel restauré avec tact et rendant hommage à son riche passé. Sous la direction de l'architecte suisse Daniel Lemaître, une équipe a été chargée de rénover le bâtiment, mais également d'ajouter un spa ultramoderne et un centre culturel. Finement rafraîchi, le sommet fait l'objet d'une utilisation novatrice de matériaux naturels et locaux tels que le bois, l'ardoise et la pierre. En plus de proposer un puissant écho de la topographie environnante, les intérieurs modernes et élégants de l'hôtel puiseront dans le passé des lieux pour écrire une nouvelle histoire. Ce sera assurément le plus beau bijou de la couronne qu'est déjà cette station touristique hivernale, l'une des plus belles au monde, déclare Philippe Volkem, PDG de Valais Tourisme. Contact presse, Lehmann PR, Lausanne. Renseignements et réservations sur www.valais-tourisme.ch.
www.lesommet.ch.com et www.crans-montana.ch. Chapitre 1. Janvier 2020. Premier jour. Le funiculaire reliant la ville de Sierre, niché dans la vallée, à Crans-Montana frôle par endroits la verticale sur le flanc de montagne. Fendant les vignes couvertes de neige et les villages de Ventône, Chermignon, Molan, Randogne et Bluche, ce trajet de plus de 4 kilomètres sur un nivelé de plus de 900 mètres ne prend que 12 minutes. Hors saison, le funiculaire est généralement à moitié vide. Il existe d'autres moyens de se rendre en montagne, comme la voiture ou le tocard. Mais aujourd'hui, il est plein, les routes étant surchargées par une circulation très dense. Debout sur le côté gauche du compartiment bondé, Eileen Warner ne perd pas une miette du décor. Les épais flocons massés sur les vitres, les sacs empilés sur le sol de l'habitacle trempé de neige fondue, les adolescents dégandés se bousculant pour entrer. Ses épaules se crispent. Elle avait oublié combien les jeunes peuvent se montrer égoïstes, inconscients de tout ce qui ne les concerne pas. Une manche mouillée lui racle la joue. Elle perçoit diverses odeurs, l'humidité, la cigarette, la friture et le parfum trop fort d'un après-rasage bon marché musqué et citronné. S'ajoute à cela une toux caverneuse, puis un rire. Quelques hommes embarquent sans délicatesse en parlant trop fort, leurs sacs de The North Face pleins à craquer. Leurs gesticulations contraignent la famille installée à côté d'Eileen à reculer un peu plus et s'approcher d'elle jusqu'à la toucher. Un bras la heurte, et une haleine empestant la bière se répand dans son cou. Cela s'arrêtera-t-il un jour ? Se demande-t-elle, saisie de panique, tandis que son cœur s'emballe. L'affaire Heiler date d'1 an, à présent, et elle y pense encore. Elle en rêve encore. Elle s'éveille en pleine nuit, les draps trempés de sueur. Son cauchemar encore net. La main serrée sur sa gorge, les parois humides de la grotte qui se referment sur elle. Puis l'eau, salée et chargée d'écume, qui se déverse dans sa bouche, dans son nez. Tu dois contrôler ce souvenir, s'ordonne-t-elle tout en se forçant à lire les mots griffonnés sur la paroi du compartiment. Ne le laisse pas te contrôler. Ses yeux dansent au-dessus des lettres barbouillées sur le métal. Michel 2010. Bisous XXX. Hélène Eric 2016. Au fil de ses inscriptions, son regard remonte jusqu'à la vitre. Elle a un sursaut. Son reflet est douloureux à voir. Elle est maigre. Trop maigre. Comme si on l'avait vidée de sa substance. Au-dessus de ses pommettes saillantes, ses yeux bleu-gris en amande paraissent globuleux, impression que n'adoucissent en rien sa tignasse blonde et la cicatrice sur sa lèvre supérieure. Elle fait sans arrêt du sport depuis la mort de sa mère, des footings de 10 kilomètres, du pilate, de la musculation, du vélo sur la route côtière, entre Torquay et Exeter, même sous la pluie et le vent cinglant. Elle en fait trop, mais ne sait pas comment se calmer, bien que sachant qu'il le faudrait. Le sport est son seul remède, son unique méthode pour chasser ce qui rôde dans son esprit. Eileen se détourne des autres occupants du funiculaire. La sueur perle sur sa nuque. Elle s'efforce de se concentrer sur le visage de Will, sur sa barbichette de quelques jours familière et sur les touffes indomptables de sa chevelure blond foncé. « J'ai chaud, Will. » Les traits de Will se durcissent. Sur ce visage préoccupé, Eileen devine les futures rides, en étoile autour des yeux et plus légères sur le front. « Ça va ?» Eileen secoue la tête, au bord des larmes. « Je ne me sens pas bien. » Will baisse la voix. « Parce qu'on est ici, ou bien… » Elle sait à quoi il fait allusion. Isaac. En vérité, ces deux soucis l'angoissent tout autant. Sa dernière enquête et Isaac. Ses troubles sont entremêlés, connectés. « Je ne sais pas, » murmure-t-elle, la gorge nouée. « Je pense sans arrêt à cette invitation surgie de nulle part. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de venir, finalement. J'aurais dû réfléchir plus longtemps avant d'accepter, au moins d'avoir une bonne discussion avec lui avant de le laisser nous réserver une chambre. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. On peut prétendre qu'un problème me rappelle au bureau, avant de rajuster ses lunettes de l'index. Ça nous offrirait le record du monde des vacances les plus courtes, mais on s'en fiche. » Eileen s'oblige à lui rendre son sourire, silencieusement dévasté par le contraste entre autrefois et aujourd'hui. Il a accepté la nouvelle donne avec une facilité déconcertante.
Elle, à l'inverse, n'est plus capable de réagir comme à l'époque de leur rencontre. Elle se trouvait alors au pic de sa vie. Du moins, c'est ainsi qu'elle le voit à présent, à l'apogée de ses 30 et quelques années d'existence. Elle avait tout juste acheté son premier appartement, près de la plage, au dernier étage d'une vieille demeure victorienne. Il était minuscule mais pourvu de hauts plafonds, et de sa fenêtre elle apercevait une petite portion de mer. Tout se passait à merveille au travail. Promue lieutenant, elle s'est vue confier une importante enquête. Et sa mère réagissait correctement à sa première chimiothérapie. Elle pensait avoir passé le plus dur concernant son chagrin à propos de Sam, et elle gérait la situation. Tandis qu'aujourd'hui, sa vie s'est contractée, réduite à un point inimaginable quelques années auparavant. Les portes se ferment, les épais panneaux de verre coulissant de conserve. Le funiculaire s'ébranle, secouant ses passagers, puis s'éloigne de la station en prenant de la vitesse. Eileen ferme les yeux, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Le moindre son et le moindre chaos semblent amplifier sur l'écran de ses paupières closes. Rouvrant les yeux, elle voit le décor qui défile. Traînées floues de vignes, boutiques et chalets enneigés. « Je veux sortir », se plaint-elle, saisie de vertige. « Qu'est-ce que tu racontes ?» réagit Will, qui s'est retourné vers elle. Il a beau tenter de la masquer, elle décèle la frustration dans sa voix. « Il faut que je sorte d'ici. » Le funiculaire s'engouffre dans un tunnel et les plonge dans l'obscurité. Une femme laisse échapper un petit cri. Eileen inspire lentement, prudemment. Trop tard. Surgit en elle la sensation d'un malheur imminent. Instantanément, son sang lui semble poisseux dans ses veines, même s'il se propage simultanément partout dans son corps. Elle enchaîne les inspirations, de plus en plus lentement, comme elle a d'elle-même appris à le faire. Inspire 4 secondes. Retiens ta respiration, puis expire 7 secondes. Cela ne suffit pas. Sa gorge se contracte et son souffle s'accélère, de plus en plus saccadé. Ses poumons luttent désespérément pour aspirer de l'oxygène. « Où est ton inhalateur ?» intervient Will. Elle farfouille dans sa poche et en sort son remède, qu'elle glisse dans sa bouche et actionne. Parfait. Elle sent le gaz propulsé au fond de sa gorge, jusque dans sa trachée. Quelques minutes plus tard, sa respiration a retrouvé son rythme normal. Mais alors qu'elle a tout juste repris ses esprits, elle les voit en pensée. Ses frères, Isaac et Sam. Ses visions défilent en boucle. Elle voit leurs visages enfantins, leurs joues constellées de taches de rousseur, leurs grands yeux bleus. Mais si ceux d'Isaac sont froids, déroutants d'intensité, ceux de Sam sont pleins d'une énergie attirante. Eileen sille, incapable de s'empêcher de penser à la dernière fois qu'elle a vu le regard de Sam. Vide, sans vie, son pétillement éteint. Elle se tourne vers la fenêtre, mais cela n'efface en rien les visions surgies du passé. Isaac. Il lui sourit avec son rictus si familier. Il lève les mains, mais, en lieu et place de ses doigts, Eileen ne voit que du sang. Elle lève la main, elle aussi, sans pouvoir le toucher. Jamais. Chapitre 2. Le minibus de l'hôtel patiente sur le minuscule parking de la station du funiculaire. Gris foncé avec des vitres teintées chargées de neige, il arbore en bas à gauche de sa portière coulissante l'inscription « Le sommet » en discrètes lettres argentées. Eileen s'autorise son premier élan d'enthousiasme. Jusqu'à présent, elle n'a cessé de dédaigner avec une certaine négligence cet hôtel lors de conversations avec des amis. Un bâtiment prétentieux, le style privilégié à l'essence. En réalité, elle a soigneusement retiré le post-it collé par Isaac sur la brochure éclatante, puis fait courir ses doigts sur l'épaisse couverture cartonnée dans les tons mat, savourant la découverte de chaque page minimaliste. Sur le moment, une curieuse sensation l'a envahi, mystérieux mélange d'excitation et de jalousie, comme un regret d'avoir manqué quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qu'elle n'était même pas consciente de désirer. Will, quant à lui, n'a pas caché son enthousiasme.
s'extasiant sur l'architecture et le style de l'établissement. Après avoir dévoré la brochure de la première à la dernière ligne, il a aussitôt effectué quelques recherches sur Internet pour en découvrir davantage. Le soir même, tandis qu'il dégustait un curry d'agneau madras, il lui a cité des extraits d'articles vantant la décoration intérieure, influencée par Joseph d'Iran, et témoignant d'un nouveau genre de minimalisme faisant écho au passé du bâtiment pour écrire une nouvelle histoire. Eileen a toujours été émerveillée par la capacité de Will à assimiler de tels détails. Cela lui donne la sensation d'être en sécurité auprès de lui, certaine qu'il détient les réponses à toutes les questions imaginables. « Madame Warner? Monsieur Riley ?» Eileen se retourne. Un individu grand et sec s'approche d'eux. Il porte une polaire grise ornée des mêmes caractères argentés que le minibus. Le sommet. « C'est bien nous », sourit Will. S'ensuit un instant de confusion, lorsque le nouveau venu et Will ont à la même seconde le réflexe de se saisir de la valise d'Eileen. Mais Will le laisse faire. « Vous avez fait bon voyage ?» leur demande l'employé de l'hôtel qui hisse leurs bagages à l'arrière du véhicule. « Vous venez d'où ?» Eileen tourne la tête vers Will, sur qui elle compte pour faire la conversation. De tels échanges de banalités sont une épreuve pour elle. « Du sud du Devon. Le vol était à l'heure, c'est du jamais vu. J'ai dit à Eileen que la ponctualité suisse avait un effet bénéfique sur EasyJet. » Will sourit, puis hausse les sourcils en prenant un air navré. « Pardon, c'est un peu cliché, ce que je viens de dire, non ?» L'homme venu les accueillir rit. Tel est le modus operandi de Will avec les inconnus. Il les neutralise au moyen d'un mélange d'enthousiasme et d'autodérision. Les gens sont systématiquement désarmés puis charmés. Avec lui, ces moments semblent faciles à vivre. C'est précisément ce qui m'a attiré chez lui. C'est son truc, se dit aussitôt Eileen, suivant son compagnon. Réussir sans effort. Rien n'est insurmontable à ses yeux. Il n'y a là aucune fanfaronnade. C'est simplement sa façon d'être. Il lui suffit de quelques instants pour réduire n'importe quel problème en étapes logiques faciles à résoudre. Une liste, une recherche, un coup de téléphone ou deux. Et il trouve les réponses, règle le souci. Eileen, en revanche, panique facilement dès qu'il lui faut gérer les tâches les plus banales de la vie quotidienne, qui prennent systématiquement des proportions terrifiantes. Pour ce voyage, par exemple, elle a stressé à l'idée de prendre l'avion, d'être massée contre des inconnus à l'aéroport, puis dans l'appareil, sans parler des éventuelles turbulences et du retard possible. Même la question des bagages l'a contrariée, et pas seulement parce qu'elle a dû acheter de nouveaux vêtements. Elle s'est en outre torturée pour déterminer lesquels, en fonction de la météo, des marques. En définitive, elle ne porte que du neuf, elle le sent. Elle glisse un doigt dans son pantalon et rentre l'étiquette qui la démange et qu'elle avait prévu de couper chez elle. Will, quant à lui, a rempli son sac en un quart d'heure. Pourtant, il a fière allure. Chaussures de randonnée qui ont bien vécu, doudou noir Patagonia et pantalons The North Face usés mais pas trop. Cependant, leurs différences les rendent complémentaires. Will accepte les manies d'Eileen, qui est bien consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde, et elle lui en est reconnaissante. Leur chauffeur ouvre la portière coulissante d'un geste ample et plein d'aisance. Eileen grimpe dans le minibus et jette un regard discret vers l'arrière. Une des familles montées avec eux à bord du funiculaire a déjà pris place. 2 adolescentes aux cheveux brillants ont la tête baissée, chacune sur sa tablette. La mère feuillette un magazine, tandis que le père est concentré sur son téléphone, le pouce sur l'écran. Will et Eileen s'installent sur la banquette centrale. « Ça va mieux ?» s'inquiète Will avec douceur. Eileen acquiesce. Elle se sent plus à l'aise sur ses sièges en cuir, sans cri et surtout sans voisin trempé plaqué contre elle. Le minibus démarre. Il tourne à droite et, après quelques chaos sur le sol rendu inégal par la neige, s'extirpe du parking. Progressant lentement, le véhicule parvient à une bifurcation. Le chauffeur prend à droite, ne ménageant pas les essuie-glaces pour écarter la neige qui tombe à gros flocons. Tout se passe bien jusqu'au premier virage en épingle à cheveux, que le véhicule franchit en un instant pour se retrouver dans la direction opposée. Eileen se raidit sous les secousses lorsque la route se dresse soudain. La chaussée n'est plus bordée de neige ni d'arbres, pas même d'une fine bande d'herbe. Non, la route longe à présent le flanc de la montagne. Seule une mince glissière de sécurité métallique sépare Eileen du gouffre vertigineux jusqu'à la vallée. Elle sent l'attention de Will,
à côté d'elle, et devine sa réaction. Il tente de masquer son malaise par un trait d'humour ponctué d'un léger sifflement. « La vache! Je me vois mal conduire ici de nuit. On n'a pas le choix, c'est la seule route qui permet d'accéder à l'hôtel. » Explique le chauffeur en leur lançant un regard dans le rétroviseur. Pour tout vous dire, ça décourage certaines personnes de s'y rendre. « Vraiment ?» dit Will, une main sur le genou d'Eileen. Sa pression est un peu trop appuyée, et il lâche de nouveau un rire qui sonne faux. On en parle sur des forums internet, poursuit le chauffeur. Des gosses postent des vidéos sur YouTube. Ils se filment en hurlant quand leur véhicule aborde un virage. Mais l'angle de la prise de vue dramatise la situation. Ils plaquent leur téléphone sur la vitre et le braquent vers le vide. Sa voix s'estompe, et il se focalise sur la route. Voici le passage le plus délicat. Une fois qu'on l'aura franchi... Eileen lève la tête et sent son estomac faire le yo-yo. La chaussée, qui s'est encore rétrécie, est maintenant tout juste assez large pour permettre le passage du minibus. La fine bande de bitume est d'un gris blanchâtre parsemé de plaques de verglas étincelantes. Eileen se force à regarder droit devant, vers l'horizon déchiqueté que forment les pics enneigés. Le supplice ne dure que quelques minutes. La pression de la main de Will se fait plus légère à mesure que la voie s'élargit. Il sort son téléphone et prend quelques photos du paysage, le front ridé sous l'effet de la concentration. Eileen sourit, touchée par sa minutie. Il attend depuis longtemps d'admirer le paysage, de découvrir l'hôtel. Elle sait qu'il retravaillera ses photos un peu plus tard sur son ordinateur portable. Il les critiquera, puis les modifiera encore, avant de les partager avec ses amis à l'âme artiste. Il se tourne vers le conducteur. « Depuis combien de temps êtes-vous employé à l'hôtel ? » « Un peu plus d'1 an. » « Et ça vous plaît ? » L'endroit a quelque chose de spécial. Le bâtiment, son histoire. On est facilement pris par tout ça. « Je me suis renseignée sur Internet. » Intervient Eileen, qu'un frisson surprend. « J'ai eu du mal à croire que tant de patients aient vraiment... Je préfère ne pas y penser. » L'interrompt le chauffeur. Fuiner dans le passé, surtout là-bas, a de quoi rendre fou. Si vous vous amusez à creuser les détails de ce qui s'est produit... Il hausse les épaules. Eileen se saisit de sa bouteille d'eau. On est facilement pris par tout ça. Les paroles du chauffeur résonnent dans ses pensées. Elle se dit qu'elle est tombée sous l'emprise de ce lieu dès lors qu'elle a parcouru la brochure et vu les photos sur Internet. Le sommet. Plus que quelques kilomètres. Chapitre 3. Adelbourg glisse son téléphone dans sa poche et pousse l'aspirateur sur le seuil de la chambre 301. Non qu'elle soit réellement nommée ainsi, non. Le sommet est un établissement trop conscient de son prestige pour cela. Ses concepteurs ont écarté jusqu'au moindre cliché alpin tel qu'une ambiance chalet avec des fourrures synthétiques ou des menus traditionnels, etc. Ils ont notamment préféré se passer d'un détail aussi bassement matériel que les numéros de chambre. Pour cette raison, cette chambre, à l'instar de toutes les autres, a été baptisée d'après un pic de la chaîne montagneuse se dressant de l'autre côté de la vallée, la Bella Tolla. En cet instant, Adèle en aperçoit le sommet qui déchire le ciel, à travers la porte-fenêtre. Cette vision la saisit, lui fait mal, car c'est le cadre d'une de ses dernières ascensions avant de tomber enceinte de Gabriel. C'était en août 2015. Elle n'a rien oublié. Le soleil et le ciel bleu azur, ses lunettes de soleil à monture fluo, le frottement de son baudrier contre ses cuisses, la roche grise et froide sous ses doigts, les jambes bronzées d'Estelle loin au-dessus d'elle, dans une position invraisemblable. Son fils Gabriel, aujourd'hui âgé de 3 ans, est né en juin de l'année suivante, fruit d'une courte amourette avec Stéphane, un camarade d'études comme elle amoureux de la montagne, lors d'un week-end à Chamonix. Tout s'est alors interrompu dans sa vie. L'escalade, les randonnées, les études, les nuits d'ivresse avec ses amis. Adèle aime son fils plus que tout au monde. Toutefois, elle éprouve parfois des difficultés à se rappeler celle qu'elle était autrefois. À quoi son univers ressemblait avant qu'il ne soit démonté et réagencé du tout au tout, avec ses responsabilités et ses soucis. Ultime rappel de ce qu'elle est devenue. Et puis ce job sans intérêt qui rythme ses journées, changer les draps, nettoyer les meubles, aspirer les saletés laissées par d'autres personnes. Déglutissant péniblement,
Elle se penche et branche l'aspirateur à la prise murale. Puis elle se redresse et considère le désordre relatif dans la chambre. Ça ne prendra pas trop longtemps, estime-t-elle. Adèle apprécie cet instant, quand elle jauge le temps et l'effort qui lui seront nécessaires. C'est presque un art. Ce sont les seuls moments de sa journée de travail où elle fait fonctionner son cerveau. Son regard se pose sur le décor minimaliste. Le lit, les fauteuils près du sol, les tourbillons abstraits qui font office de tableaux sur le mur de gauche, les housses de couette en cachemire aux nuances douces. Pas mal, pense Adèle. Cette chambre accueille des clients soigneux. La couette est à peine froissée, le dessus de lit plié de façon complexe est intact. La présence des clients n'est trahie que par les tasses à moitié vides, délaissées sur les tables de chevet et une veste noire suspendue à la chaise du coin. Adèle s'intéresse à l'écusson brodé sur un bras. Montclair. Autant dire 3000 francs suisses. Adèle a toujours cru qu'une telle insouciance ne venait qu'avec la richesse. Cette estimation est confirmée par ce qu'elle découvre dans les chambres. La plupart des clients ne semblent pas conscients des détails qui font le luxe des lieux, tels les meubles sur mesure, les salles de bain en marbre ou encore les tapis touffetés tissés à la main. Elle doit presque systématiquement rattraper leur négligence. Draps tachés, restes de nourriture collants écrasés sur les tapis. Elle revoit même en pensée le préservatif usagé, minuscule sachet gluant qu'elle a repêché dans des toilettes la semaine précédente. Ce souvenir la picotant comme une éraflure, elle le chasse et glisse ses écouteurs dans ses oreilles. Elle a toujours travaillé en musique, effectué ses tâches en rythme. Sa playlist préférée est à base de rock et de heavy metal des années 1980, Guns N' Roses, Slash, Metallica. Sur le point de lancer la musique, Adèle se fige. Quelque chose a changé à l'extérieur. Le ciel s'est légèrement assombri. Il est à présent de ce gris très particulier, d'une uniformité menaçante, qui précède les fortes chutes de neige. Des flocons tombent déjà drus, d'ailleurs, et des congères se forment autour des panneaux de signalisation de l'hôtel et sur les voitures garées devant l'établissement. La poitrine comprimée par l'angoisse, elle songe qu'elle risque d'avoir du mal à rentrer chez elle si la tempête s'intensifie. Cela n'aurait pas d'importance un jour ordinaire, la nounou de son fils s'adapte facilement aux imprévus. Mais ce soir, le père de Gabriel le prend pour une semaine. Elle tient à être de retour à temps pour lui dire au revoir. Un au revoir qui reste systématiquement bloqué dans sa gorge sous le regard impassible de Stéphane, qui a déjà une main sur Gabriel. Une terreur sombre et irrationnelle s'empare d'elle chaque fois que son fils la quitte. Elle redoute qu'il ne revienne jamais, qu'il ne veuille pas la revoir, qu'il décide de vivre avec Stéphane. Adèle devine cette peur dans son reflet dans la vitre et voit ses cheveux noirs noués en queue de cheval, ses pommettes marquées et ses yeux en amande plissés d'inquiétude. Elle détourne le regard. Voir son reflet ainsi déformé et confus revient à plonger dans la part la plus sombre de son âme. Baissant les yeux sur son téléphone, elle s'apprête à lancer la musique lorsqu'elle remarque du coin de l'œil quelque chose sur la balustrade du balcon. Quelque chose qui brille dans la neige. Sa curiosité attisée, elle ouvre la porte-fenêtre. Un air glacial s'engouffre dans la chambre, accompagné de flocons portés par le vent. Elle s'approche de la balustrade. C'est un bracelet. Elle se saisit de l'objet et le retourne entre ses doigts. Il est en cuivre et lui évoque les dispositifs que portent les personnes souffrant d'arthrite. De minuscules chiffres sont gravés à l'intérieur. Il doit appartenir aux occupants de la chambre, décide-t-elle. Elle rentre et, après avoir refermé la porte-fenêtre, pose le bracelet sur une table de chevet. Elle s'attarde ensuite de nouveau sur les épais flocons et les congères qui grossissent autour du balcon. Si elle est en retard, Stéphane ne l'attendra pas. Elle ne trouvera qu'un appartement silencieux, un vide qui la rongera jusqu'au retour de Gabriel. Chapitre 4. Tu viens, Éline ? Le dernier mot de Will est noyé sous le bruit du drapeau qui claque au-dessus de lui, malmené par les rafales de vent. D'épais flocons tombent sur le visage d'Éline, qui sent son estomac se crisper. Malgré la présence de Will et l'hôtel qui se dresse face à eux, elle est saisie par l'isolement de l'endroit. Le trajet s'est éternisé plus d'1 heure et demie, les routes sinueuses les portant toujours plus haut dans la montagne. Éline n'a pu se défaire d'une sensation de malaise grandissante.
Ce transfert a pris plus de temps que d'ordinaire du fait de la neige. Néanmoins, elle ne peut s'empêcher de se dire qu'il se trouve très loin de la civilisation. En dehors de l'hôtel, elle ne voit que des arbres, de la neige et la masse sombre des montagnes qui les dominent. « Éline, tu viens? Oui ou non ?» Will se remet en marche, poussant leur valise dans la neige, vers l'entrée de l'hôtel. Éline hoche la tête, une main serrée sur la sangle de son sac. Immobile face à ce bâtiment, elle perçoit quelque chose de très étrange, comme une perturbation dans l'air, une curieuse fébrilité sans aucun lien avec l'averse de neige. Elle regarde autour d'elle. L'allée et le parking sont vides. Il n'y a plus personne. Les passagers du funiculaire sont tous entrés dans l'hôtel. C'est à cause de ce bâtiment, se dit-elle, assimilant l'imposante structure blanche. Plus elle l'observe en détail, plus elle sent de la tension. Une anomalie. Elle n'a rien remarqué de tel sur la brochure envoyée par Isaac, sans doute parce que les photos ont été prises de loin, de façon à mettre en valeur le décor spectaculaire que forment les pics enneigés et les forêts de sapins couvertes de givre. Les auteurs de ce document publicitaire ne se sont pas focalisés sur le bâtiment lui-même, sur sa noirceur et son aspect sauvage. Son passé, son ancienne nature, ne fait aucun doute. Il y a quelque chose de brutalement clinique dans son architecture. L'ambiance du sanatorium se devine entre ses lignes pures et ses multiples motifs rectangulaires, jusqu'au toit plat moderne. Le verre est omniprésent, étourdissant. On aperçoit son reflet dans les immenses baies vitrées. En s'en approchant, Éline constate que certains détails invisibles sur la brochure jurent avec le côté clinique de l'ensemble, comme les balustrades et balcons sculptés et la magnifique véranda en bois du rez-de-chaussée. C'est là que se trouve l'anomalie, estime-t-elle, comprenant ce qui a déclenché de la tension en elle. Cette juxtaposition, les touches de beauté ajoutées au centre de soins, a de quoi glacer le sang. C'était probablement délibéré de la part des architectes. Ces somptueux ornements avaient certainement vocation à dissimuler le fait que l'on ne venait pas ici pour s'amuser. En ce lieu, des malheureux se battaient contre la maladie, et certains mouraient. Éline comprend à présent pourquoi son frère a voulu fêter ses fiançailles ici. Comme Isaac, cet endroit est pourvu d'apparences trompeuses, dissimulant sa vraie nature. Chapitre 5. Merde, peste Adèle, insistant sur la clé qu'elle a glissée dans la serrure. Pourquoi refuse-t-elle de tourner? Ce genre de problème survient toujours quand on est pressé. La porte du vestiaire cède enfin dans un souffle d'air frais. Adèle tressaille et fait tomber ses clés. « Ça va ?» Une lueur de soulagement. Cette voix ne lui est pas inconnue. Il s'agit de Matt, un Suédois aux cheveux d'un blond presque blanc, un des nombreux employés étrangers de l'hôtel. Il travaille au bar. Assez suffisant. Il est doté d'yeux vert pâle qui vous balayent violemment avant de vous traverser. « Oui, ça va », répond Adèle, qui s'accroupit pour récupérer ses clés. « Je suis en retard, c'est tout. Cette semaine, Gabriel va chez son père, qui vient le chercher ce soir. J'aimerais bien être de retour chez moi à temps pour lui dire au revoir. » Ayant enfin ouvert son casier, elle s'empare de son sac et de sa doudoune. « On vient d'apprendre que le funiculaire est fermé. » Annonce Matt en glissant sa clé dans la serrure de son casier. « Il ne rouvrira pas avant demain matin. » Adèle jette un regard par la fenêtre. La tempête fait rage et le vent secoue les flancs de l'hôtel. Et les bus? Ils roulent encore, mais ils doivent être pleins à craquer. Matt a raison. Adèle se mordit la lèvre et consulte sa montre. Elle a prévu d'être dans la vallée d'ici 1 heure. C'est encore possible, si elle se hâte. Elle salue Matt et sort par la porte latérale. Puis elle marque un temps d'arrêt, saisie de frissons et sidérée par la puissance du vent. Les violentes rafales l'agressent à coups de particules glacées qu'elle reçoit en plein visage et dans les yeux, et la piqûre du froid se fait instantanément sentir sur ses joues. Son écharpe remontée jusque sur le nez, elle s'engage sur l'étroit sentier qui mène à l'avant de l'hôtel. Elle s'enfonce à chaque pas dans la neige, qui traverse en un instant le cuir fin de ses bottines. Quelle idiote! J'aurais dû enfiler de vraies bottes. Ses pieds seront trempés d'ici quelques minutes. Esquivant soigneusement les plus grosses congères, elle poursuit sa marche. Soudain, son téléphone vibre dans sa poche. Elle s'arrête, le sort et découvre un message de Stéphane. « Je quitte le boulot. À tout de suite. » Le boulot,
Ce mot fait ressurgir en Adèle une rancœur familière. Elle s'en veut pour cela. Elle a conscience que s'appesantir sur ce qu'aurait pu être sa vie, une ascension rapide dans la hiérarchie, avec le salaire qui va avec, sans oublier les voyages, ne lui apporte rien de bon. Mais elle ne peut s'en empêcher. Quel que soit l'angle sous lequel elle considère la question, il est flagrant que c'est elle qui s'est sacrifiée, et non Stéphane. Il n'a pas eu à renoncer à son université ni à son avenir professionnel à la naissance de Gabriel. Diplômé avec mention très bien, il a aussitôt été embauché par une boîte de marketing multinationale établie à Vevey. Stéphane est très bien noté, multiplie les succès et empoche des fortunes. Sa copine est employée dans la même société et gagne certainement un salaire tout aussi impressionnant, estime Adèle. Lise n'est pas du genre tape à l'œil, mais son allure, qui doit lui coûter cher, et son assurance naturelle sont éloquentes. Si Adèle peut supporter tout cela, ce n'est que de la jalousie mesquine, rien de plus. Elle s'inquiète de l'effet potentiel de la situation sur Gabriel. Elle devine que son fils ne tardera pas à remarquer que ses parents n'ont pas du tout le même genre de travail. Elle redoute qu'il n'en arrive à la mépriser, qu'il ne la juge inférieure à Stéphane, qui lui offre tant de choses. Anticiper les choses ainsi est stupide, elle le sait, car pour l'heure, les plaisirs de Gabriel ne sont pas liés à l'argent. Câlins et histoire avant de dormir, chocolat chaud à la crème, jeux dans le bac à sable, luge. Elle sourit en songeant à leur escapade la semaine dernière. Serrés l'un contre l'autre sur la luge, ils ont pris tant de vitesse qu'ils ont foncé droit sur une clôture au pied de la colline. Gabriel s'est retrouvé sur elle, bras et jambes écartés, riant à en pleurer. Ce souvenir l'aide à relativiser ses angoisses. « Reprends-toi », s'ordonne-t-elle en esquivant une branche morte. « Cesse d'envisager le pire. » Soudain, elle sent une pression sur sa cheville. S'est-elle pris le pied dans une autre branche? Elle baisse les yeux et se fige. Une main gantée s'est refermée sur sa cheville et la tire en arrière. Adèle s'effondre la tête la première dans la poudreuse. Sa bouche et ses yeux se remplissent de minuscules particules glacées. Chapitre 6. Les attaches du lustre sont si longues, lâches en hauteur puis tendues sur plusieurs mètres, qu'Éline y voit une corde de pendu. Le luminaire en lui-même se résume à un imbroglio de câbles, comme un violent spasme filaire formant un nœud complexe. Cette horreur a certainement coûté une fortune justifiée par un concept artistique qui échappe totalement à la jeune femme. Quoi qu'il en soit, il est à ses yeux très étrange d'avoir installé cette chose dans un hall d'hôtel. Cette création est si monstrueuse, si sinistre, qu'elle ne semble pas à sa place en un lieu censé être accueillant. Le reste du décor ne vaut guère mieux. Des fauteuils en cuir disposés autour d'une étroite table basse en bois à la large plaque de pierre grise qui fait office de comptoir de réception. Le tableau suspendu au-dessus de la cheminée est tout aussi lugubre, n'offrant qu'une toile furieusement badigeonnée de tourbillons gris et noirs. « Qu'en penses-tu » demande-t-elle à Will, ponctuant sa question d'un petit coup de coude. « C'est un rêve d'architecte, tu crois ?» Elle devine d'avance les expressions lues dans la brochure qui lui ressortira plus tard. Frontières repoussées, expressif, immersif. Éline a absorbé ces termes comme par osmose, car elle y voit de la poésie. La façon dont il parle d'architecture, dont il s'émerveille devant des briques et du mortier, est très révélatrice de ce que Will pense et ressent. « J'adore », sourit Will. « Les bâtiments tels que celui-ci ont une influence majeure sur l'architecture du XXe siècle. C'est sur les sanatoriums que sont apparus pour la première fois les traits que le grand public associe aujourd'hui au modernisme. » Will s'interrompt et cherche à lire l'expression d'Éline. « Mais toi, tu n'as pas l'air d'apprécier. »« Je ne sais pas trop. C'est froid, non? Aseptisé. Cet immense volume est presque vide. Quelques fauteuils et des tables. C'est délibéré. » Éline perçoit la tension dans les mots de Will, qu'elle devine frustrée et qu'elle ne comprenne pas immédiatement où il va en venir. Les murs blancs, le bois, tous ces matériaux naturels sont un clin d'œil à l'ancien sanatorium. Ces concepteurs voulaient-ils qu'il ait l'air si stérile? Il lui semble étrange de volontairement priver un bâtiment de confort et de chaleur. Oui, pour des questions d'hygiène, mais ils estimaient également que tout ce blanc apporterait une sorte de propreté intérieure. Il mime des guillemets. À l'époque, les concepteurs d'un lieu cherchaient à influer sur ses occupants par son architecture. Un bâtiment tel que celui-ci était presque un instrument médical en lui-même,
le moindre de ces détails étant pensé de façon à aider les patients à guérir. Mais pourquoi tant de verre? Je ne suis pas certaine que ça m'aiderait à me sentir mieux. Eileen se tourne vers la gigantesque baie vitrée, sur laquelle s'abat la neige en furie. Des congères s'élèvent déjà plus haut que le cadre. Elle a la sensation qu'aucune barrière ne la protège du monde extérieur. Malgré la chaleur dispensée par le feu dans l'âtre, elle frissonne. Ils estimaient que la lumière du jour et les vues panoramiques contribuaient au bien-être des patients. Réagit Will. Oui, peut-être. Regardant un peu plus loin, Eileen aperçoit une petite boîte en verre suspendue au plafond par un câble métallique assez fin. Elle s'en approche et découvre qu'elle renferme une minuscule flasque argentée. Une inscription figure juste en dessous, en anglais et en français. Crachoir, spitone, communément utilisé par les patients afin de réduire la propagation des infections. Eileen fait signe à son compagnon de la rejoindre. Tu vas me dire que ça, ce n'est pas bizarre, pendu là, comme une œuvre d'art moderne dérangeante. C'est une sorte d'exposition, justement, dit Will en lui effleurant le bras avant de reprendre avec douceur. Tu es nerveuse, n'est-ce pas? Tu appréhendes de le revoir? Eileen hoche la tête et se penche vers Will, inspirant le parfum rassurant de son après-rasage. Basilic poivré éteint, le tout légèrement fumé. Ça fait presque 4 ans, Will. Beaucoup de choses peuvent se produire en 4 ans. J'ai l'impression de ne plus le connaître. Je sais, mais ne te tracasse pas trop avec ça. Laisse-le passer où il est. Tu es venu, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Non seulement concernant Isaac, mais aussi à propos de l'affaire Hyler. Le moment est venu de tirer un trait sur tout ça. C'est si facile pour lui, songe Eileen. Pour son cerveau d'architecte, chaque jour est une page blanche à remplir. Il passe son temps à créer à partir de rien. C'est d'ailleurs cette qualité qui l'a frappé lors de leur première rencontre. Cet homme semblait tellement frais, tout sauf désabusé. Sur le moment, elle s'est demandé si elle avait déjà croisé quelqu'un d'aussi optimiste, d'aussi enthousiasmé par la vie jusque dans ses moindres détails. Elle faisait un footing, ce jour-là. Elle avait terminé son service qu'elle avait essentiellement passé à son bureau, à se battre avec de la paperasse, et avait décidé de courir sur le sentier côtier de son appartement, à Toron, jusqu'à Brexham, soit facilement 10 kilomètres aller et retour. S'étant arrêtée sur la promenade surplombant la plage afin de s'étirer, elle a remarqué Will de l'autre côté du mur, noyé dans une fumée tournoyante en suspens dans l'air marin. Il préparait un barbecue, du poisson, des piments et du poulet parfumé au cumin et à la coriandre. Elle a aussitôt senti son regard se poser sur elle. 1 minute plus tard, il l'a interpellée au moyen d'une plaisanterie, quelque chose d'assez cliché, du genre « On dirait que je fais moins attention à ma ligne que vous ». Elle a ri et ils ont entamé une conversation. Eileen s'est instantanément sentie attirée par cet homme au physique d'une agréable complexité, qui l'intimidait autant qu'il l'excitait. Ses cheveux blonds foncés étaient en bataille. Il portait des lunettes à monture noire de style nordique et un polo bleu marine à chevrons boutonnés jusqu'au cou. Pas le type d'Eileen, autrement dit. Son apparence est quelque peu expliquée lorsqu'il a évoqué son boulot. Architecte. Il lui en a décrit les détails avec enthousiasme. Directeur de conception, il s'intéressait particulièrement au développement diversifié et à la revitalisation du front de mer. Il avait notamment imaginé le nouvel hôtel-restaurant érigé en bord de mer, une sorte de navire de croisière blanc échoué, brillant de 1000 feux, dont Eileen savait qu'il avait reçu 1000 louanges et remporté des distinctions. Will n'a pas perdu davantage de temps pour lui confier qu'il raffolait du beurre de cacahuète, des musées, du surf et du Coca-Cola. Eileen était frappée par l'aisance qui s'était imposée entre eux, bien loin de la gêne habituelle quand on s'adresse à un inconnu. Elle avait conscience que ce miracle était dû au fait que Will était parfaitement à l'aise avec lui-même. Il était inutile de se poser des questions à son sujet. Cet homme était comme un livre ouvert. En retour, Eileen s'est confiée à lui comme jamais depuis une éternité. Ils ont échangé leur numéro de téléphone. Il l'a appelé le soir même, puis le suivant, sans aucune trace d'angoisse ni de faux-semblants dans leurs échanges. Il l'a interrogé sur son métier, sur la politique en vigueur au sein des forces de l'ordre, sur ses enquêtes.
Éline a rapidement eu le sentiment qu'il ne la considérait pas comme elle s'était toujours jugée, ce qui a eu sur elle un effet enivrant. Cela l'a décidé à se montrer à la hauteur de ce qu'il voyait en elle, du moins de ce qu'il croyait voir. Avec lui, elle s'adonnait à de nouvelles activités. Galeries, musées, bars à vin tendance sur les quais d'Exeter. Ils discutaient art et musique, échangeaient des idées, achetaient des beaux livres qu'ils lisaient vraiment, s'offraient le plus naturellement du monde des virées le week-end. Éline n'était pas habituée à tout cela. Avant de rencontrer Will, elle menait une vie résolument dépourvue de culture. Télévision ou lecture de magazines bas de gamme le samedi soir, poulet au curry, sortie au pub. Elle aurait dû savoir que cette nouvelle existence ne durerait pas. Elle aurait dû deviner, au plus profond d'elle-même, que la véritable Éline referait surface un jour. La solitaire, l'introvertie, celle pour qui il était plus facile de fuir que de tendre la main vers l'autre. En repensant à ces quelques mois où tout a fonctionné à la perfection, Éline se reproche son insouciance d'alors. Si elle avait su que ce bonheur ne tenait qu'à un fil, était à deux doigts de voler en éclats, elle s'y serait mieux accrochée. Tout a changé en quelques semaines. Les malheurs ont fondu sur elle avec une synchronisation parfaite. Le traitement suivi par sa mère a cessé d'être efficace. Une nouvelle patronne est arrivée et une enquête difficile lui a été confiée. Sous tant de pression, elle a opté pour la fuite. Elle s'est repliée sur elle-même, refusant de confier à Will ce qu'elle ressentait. Presque immédiatement, elle aperçut une évolution dans leur relation. La femme qu'elle était devenue ne lui suffisait pas. Leur couple n'avait plus de sens. Les limites qu'elle a imposées et qui ont semblé parfaitement convenir à Will dans un premier temps, l'espace dont elle avait besoin, son indépendance ou encore les soirées qu'elle souhaitait passer seule à se laisser vivre, se sont muées en obstacles. Éline a senti qu'il la testait subtilement, comme les enfants titillent une dent de lait sur le point de tomber, en lui proposant de sortir le soir en semaine, de l'accompagner pour des vacances avec des amis ou de dormir plus souvent chez lui. Elle a compris que s'il ne recevait plus tout ce qu'il avait jusque-là réussi à obtenir d'elle, alors il voudrait aller plus loin, qu'elle dévoile une autre partie encore cachée de sa personnalité, un engagement, des certitudes. Will souhaitait que leur vie se rapproche, s'unisse, s'en mêle. Le moment critique est survenu 6 mois auparavant. Dans leur restaurant thaï préféré, il a proposé qu'ils s'installent tous les deux dans un nouvel appartement. On est ensemble depuis plus de 2 ans, Éline. Ce ne serait pas une folie. Éline a décliné son offre en s'excusant, mais elle a conscience que la patience de Will n'est pas éternelle. Elle doit prendre une décision. Le temps presse. Éline se retourne et laisse échapper un petit cri. Isaac. Isaac est là. Chapitre 7. Submergée de terreur, Adèle tente de fuir à 4 pattes. L'emprise sur sa cheville se détend. Dans son dos, elle entend un grognement, un bruissement agité. Pas un mot d'excuse. Rien n'indique qu'il s'agit d'un accident. Quelqu'un était tapis dans l'obscurité et l'attendait pour la faire trébucher. Elle chasse les questions qui défilent dans sa tête. Elle doit filer, s'enfuir. Enfin, elle trouve la force de se relever et s'élance en courant. N'osant pas se retourner, elle considère l'étendue sombre qui se présente face à elle. Réfléchis, Adèle, réfléchis. Regagner l'hôtel n'est pas une solution car il lui faudra sortir son passe pour ouvrir la porte, ce qui lui prendra trop de temps. Son agresseur la rattrapera. La forêt. Si elle parvient à l'atteindre, à se fondre dans l'obscurité des feuillages, alors peut-être sèmera-t-elle son chasseur. Elle s'engage à toutes jambes sur la légère côte menant la lisière de la zone boisée. Derrière elle, les bruits de pas se font toujours entendre, ainsi qu'une respiration. Elle aura peut-être un avantage sur ce sentier qu'elle connaît pour l'avoir arpenté en été. Il s'enfonce paisiblement dans la forêt et franchit quelques-uns des ruisseaux qui dévalent le flanc de la montagne, apportant l'eau fondue du glacier à la vallée. Ces chemins, qui rejoignent une voie principale, sont empruntés par les cyclistes en été.
Elle décide de modifier sa trajectoire pour se lancer sur l'un d'eux. Cela l'aidera à se débarrasser de son poursuivant. Le corps dopé à l'adrénaline, elle court, ses bottines fendant la couche de neige. Bien qu'à bout de souffle en seulement quelques minutes, elle est certaine d'avoir semé l'inconnu. Elle ne l'entend plus. 20 mètres plus loin, elle applique son plan. Après avoir viré sur la gauche, elle plonge au cœur d'un modeste bosquet de sapins et se tapit dans l'ombre. Un filet de sueur se forme sur sa colonne vertébrale. Elle ose à peine respirer. Et s'il repère ses traces de pas dans la neige, elles le guideront droit vers elle. Il ne lui reste plus qu'à espérer qu'elle soit peu visible sur la couche de neige irrégulière, parmi les congères massés contre les rochers et les branches mortes. Enfin, elle l'entend passer. Elle perçoit nettement les sons étouffés d'un individu qui court. Revenant sur ses pas, elle s'élance sur le sentier puis sur un chemin qui part sur la droite. Elle jette un regard derrière elle, afin de localiser l'inconnu. Mais elle ne voit que des arbres et de la neige. La forêt est trop dense. Écartant les branches des deux bras, elle progresse lentement et prudemment à travers la végétation. Soudain, elle s'arrête net en raison d'un mouvement sur sa gauche. Un coup d'œil la rassure. Ce n'est qu'une marmotte surgie d'un monticule de neige. La petite créature s'ébroue pour chasser quelques flocons de sa fourrure. Puis, après avoir observé Adèle un bref instant, disparaît dans les buissons. Un autre mouvement. Un autre bruit. Une toux. Et merde. Il l'a retrouvée. Elle fait appel à ses neurones. La cabane. L'abri qui sert de réserve à l'hôtel. Il se trouve tout près, un peu plus bas. Elle en est certaine, sur un sentier parallèle. Si elle y parvient avec quelques mètres d'avance sur le fantôme, peut-être pourra-t-elle s'y terrer. Il est possible que ce refuge soit fermé à clé, certes, mais avec un peu de chance, encore du bruit. Une respiration. Reste calme, s'ordonne-t-elle. Tu es tout près du but. Elle recule de quelques centimètres. Silence. Après une longue et discrète expiration, Adèle décide de jouer son va-tout et redescend lentement vers la vallée. Elle a beau guetter l'apparition de la cabane entre les feuilles, rien ne se présente. Elle ne voit que la forêt, et toujours plus de neige. Elle lâche un juron à mi-voix. Ne serait-elle pas montée trop haut sur le premier sentier? Celui qu'elle suit maintenant ne lui ressemble pas du tout. Les yeux embués de larmes, elle comprend qu'elle s'est trompée à cause de la neige qui masque les points de repère habituels, les rochers, les souches d'arbres et les clairières. Elle n'a plus qu'à regagner le sentier principal, à présent, rebrousser chemin et rentrer par où elle est venue. Une brindille craque dans son dos. Adèle se retourne vivement. Une silhouette se dresse face à elle. Une silhouette sans visage. Elle cligne des paupières, mais ses larmes floutent la forme humaine. Ce n'est qu'un rêve, espère-t-elle en s'essuyant les yeux. Ce n'est rien d'autre qu'un cauchemar. Peut-être s'est-elle allongée sur le lit, dans la dernière chambre, et s'est-elle endormie. Tandis que sa vision se fait plus nette, elle se rend compte qu'elle est bel et bien éveillée et non victime d'une hallucination. Si la personne qui se trouve devant elle n'a pas de visage, c'est parce qu'elle porte un masque. De côté, cet accessoire évoque un masque chirurgical, avec ses fines lanières sur les joues et passées sur la nuque. Mais de face, Adèle comprend que c'est autre chose. Un masque à gaz, se dit-elle, saisie d'une terreur glacée, en détaillant le tube à nervures qui relie la bouche au nez. Un masque à gaz un peu étrange, si gros qu'il dissimule tout le visage de l'individu. Celui-ci s'approche d'Adèle, qui sent ses genoux se dérober sous elle. Il n'est plus question de s'enfuir en courant. Elle en est totalement incapable. Chapitre 8. Éline se raidit. Elle regrette d'être venue. Jamais elle n'aurait dû accepter cette invitation. Isaac s'approche, hésite une seconde, puis l'attire à lui, ce qui fit déferler en elle une véritable onde de choc. Les cheveux de son frère, plus longs qu'autrefois, des boucles sombres tombent sous sa mâchoire, effleurent le visage d'Éline. Son odeur a également changé, devenue un mélange de tabac et d'un savon inconnu. Elle ferme les yeux. Trop tard.
Les images surgissent l'une après l'autre, au hasard, entremêlées. Une mer scintillante nappée d'écume blanche, de l'eau épaissie d'algues versées dans des seaux rouges, des mouettes qui piaillent. Isaac recule d'un pas et regarde Éline, qui décèle dans ses yeux un étrange mélange d'émotions. De l'amour? De la peur? Impossible de le préciser. Elle ne sait plus lire sur son visage. Le temps a brouillé cette capacité. Il est la seule famille qui lui reste et pourtant il est presque devenu un étranger pour elle. Ce constat la fait souffrir. Il se racle la gorge et se gratte une paupière, du côté du canal lacrymal. Ce geste est coutumier de sa part, car il souffre d'eczéma. Son enfance a été rythmée par les poussées déclenchées par divers facteurs tels que la chaleur, les vêtements synthétiques ou encore le stress. « On a vu l'arrivée du minibus », dit-il. « Laure était certaine que vous n'aviez pas eu le temps d'attraper sitôt le funiculaire, mais j'ai tout de même voulu vérifier. » « On a réussi à le prendre plus tôt que prévu », explique Éline, qui doit se faire violence pour articuler ses mots. « Où est Laure ?» Elle a été appelée par sa patronne pour régler un détail à propos de la réception. Elle n'en a pas pour longtemps. Isaac se tourne vers Will. « Heureux de faire ta connaissance, mec !» Il lui serre vigoureusement la main et se penche légèrement pour une vague étreinte. Il donne quelques tapes dans le dos du compagnon d'Éline, qu'il domine de toute sa taille. C'est un comportement typiquement masculin qui a pour vocation d'affirmer sa position. Cette intrusion subtile dans l'espace intime de Will lui sert à en prendre le contrôle. Will ne perçoit rien de tout cela et répond, tout sourire, « Moi aussi. Et félicitations, quelle nouvelle! Je pourrais te dire la même chose. Tu sais que tu as accompli un exploit que je pensais impossible? » « Comment ça? »« Éline ?» précise Isaac, le menton tendu vers sa sœur. Un silence passe. Will se raidit et redresse les épaules, la mâchoire en avant, réaction qu'il n'a que lorsqu'il se sent menacé. Il rougit, ce qui est rare chez lui, car il n'est que très rarement embarrassé. Mais il faut dire qu'Isaac a toujours eu le chic pour déstabiliser et mettre à cran les gens. « Ma sœur est casée grâce à toi », ajoute Isaac, après avoir brisé le silence d'un grand rire. « Je n'y croyais plus. Cela dit, elle a toujours été très secrète. » Ils rient tous les trois de cette vanne cliché. Mais Éline a saisi son intention. Il lui montre qu'il sait toujours lire en elle, qu'il est toujours aux commandes. « Je pourrais en dire autant te concernant », réplique-t-elle pour aussitôt regretter ses paroles. Sa réaction a été trop tardive, trop forte, trop cassante, trop chargée de sous-entendus, si bien qu'elle tombe à plat. Les joues en feu, elle détourne le regard. Will change de sujet. « Quand êtes-vous arrivés, Laure et toi ?»« Il y a quelques jours. On avait prévu de skier, mais les remontées mécaniques ont été fermées. » Il tend le menton vers les tourbillons de neige, à l'extérieur. C'est comme ça depuis qu'on est arrivé. Éline se rappelle qu'il se débrouille très bien à ski. Il a passé une année sabbatique en France, avant son 3e cycle d'études, ainsi que quelques vacances. Il a vécu à la dure pendant cette période, travaillant et économisant. Sans héritage ni coup de pouce financier parental, ils n'ont pas eu la vie facile, tous les deux. Il semble affûté, juge-t-elle en examinant les contours de ses muscles à travers sa chemise, et fort. Comme elle, il a maigri et ses traits se sont affinés. Cependant, ses yeux bleus sont restés les mêmes, immenses et intenses, illisibles. Si elle le voyait en cet instant, les amis de classe d'Éline diraient qu'il n'a pas changé, avec sa barbe de 3 jours et son allure débraillée, que c'est toujours le même batteur de rock indé. Quand les autres doivent-ils arriver? S'enquiert-elle. D'ici quelques jours. On a pensé que ce serait sympa que Will et toi vous rejoigniez les premiers pour une sorte de fête d'avant-fiançailles, un peu de temps en famille. Il effleure le pendentif d'Éline. Je vois que tu le portes toujours. Éline tressaille et, d'instinct, enferme le crochet argenté dans le creux de sa main pour empêcher son frère de le toucher. Isaac retire sa main et désigne le hall d'un grand geste. Alors, que penses-tu de cet endroit? Éline se crispe car elle reconnaît le ton de la voix de son frère. Il attend sa réaction au fait que cet établissement a autrefois été un sanatorium, mais également au minimalisme étudié du décor.
Il veut qu'elle en soit gênée. C'est fantastique, unique. Cherchant par réflexe à rejeter ses cheveux en arrière, elle se rappelle qu'ils sont courts, désormais. Cette nouveauté date d'après la mort de sa mère. Et toi, Will? Relance Isaac. Qu'en pense l'architecte? Tandis que son compagnon s'enthousiasme, en terrain familier, citant précisément les expressions qu'elle a prédites, et même davantage, évoquant la netteté, l'exécution parfaite et la retenue idéale des lieux, Éline observe Isaac. Il n'a pas vraiment changé, se dit-elle. Il n'écoute déjà plus Will, et son regard se pose imperceptiblement sur elle. Un regard bref mais lourd, qui dit tant de choses. Il lui indique que Will le barbe, qu'il sait qu'elle en a conscience et, pire encore, qu'il sait que Will n'a rien remarqué. Il est plus que jamais lui-même. Quelques minutes plus tard, Will se tourne vers elle. Je demandais à Isaac comment il a fait sa demande en mariage. Ah oui, Elle n'a pas le loisir d'achever sa phrase. De façon efficace. Je ne vois pas comment mieux la décrire. Il a glissé la bague de fiançailles dans ma botte de ski. C'est Laure. Elle s'est subitement matérialisée derrière Isaac. Souriante et rougissant légèrement, elle étreint vaguement Éline puis s'écarte pour saluer Will. Incapable de réprimer un élan de jalousie en voyant Will contenir un instant trop tard une mimique admirative, Éline constate que les photos récentes de Laure qu'elle a vues ne lui rendaient pas justice. Cette femme fait partie de ces personnes qui ne rayonnent qu'en chair et en os. Ses traits assurés, sans compromis, complètent ses yeux noirs et une frange parfaitement horizontale coupée juste au-dessus d'épais sourcils bien dessinés. Elle a changé. Elle a aujourd'hui un maintien et un calme qu'elle ne possédait pas autrefois. La Laure dont Éline se souvient était plus détendue, l'air plus candide, ouverte. Désormais, ses traits semblent plus durs. Elle est vêtue d'une façon qu'Éline n'aurait pas un instant envisagée. Celle-ci s'efforce de ne pas détailler trop ouvertement son jean gris taille haute et ses 2 ou 3 maillots de corps enfilés les uns sur les autres sous un gilet vert citron finement tricoté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.